grand merci à vous, cher Daniel, merci à vous tous. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président Butel, qui a fait un discours vraiment admirable, chers collègues, chers élèves, chers amis, si vous le permettez, très heureux d'être avec vous. On m'a confié la tâche délicate de vous achever en cette matinée. Je vais essayer de le faire en douceur, de ne pas trop vous ennuyer. Et après l'admirable discours du président Butel, ça ne sera pas chose facile. Voilà, je suis très impressionné par la qualité pédagogique du projet de cette école, par l'intelligence, par l'ouverture d'esprit, l'ouverture à l'étranger. C'est vraiment une école d'excellence, une école magnifique. Pour que l'éducation soit un facteur de réussite, il faut que l'éducation soit réussie. C'est la première condition. Et malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Là, on est vraiment dans l'exceptionnel, on est dans l'excellence, mais quand je suis arrivé au ministère, j'ai été frappé par trois groupes de faits, trois groupes de chiffres que je vous indique très rapidement. Je ne vais pas vous accabler avec des chiffres, mais qui montrent que l'éducation n'est pas réussie partout. Et pour que, encore une fois, elle soit un facteur de réussite, il faudrait qu'elle le soit, et c'est sur ces échecs de l'éducation que je voudrais quand même réfléchir, non pas du tout par pessimisme, je ne suis pas du tout pessimiste, mais justement pour essayer de prendre les problèmes à bras-le-corps. Trois groupes de chiffres, trois groupes de faits particulièrement inquiétants, et que je voudrais quand même évoquer pour essayer de les comprendre et puis éventuellement essayer d'évoquer des remèdes. Première constatation, vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, en 1995, on a découvert dans le grenier de la sous-préfecture de la Somme, on a découvert un véritable trésor pour la personne qui au ministère s'occupait de l'évaluation des élèves, ce qu'on appelle la direction de l'évaluation et de la prospective. En l'occurrence, il s'agissait d'un monsieur Claude Tellot, polytechnicien, mais pas idiot pour autant, et qui avait découvert dans la sous-préfecture de la Somme 10 000, tenez-vous bien, en vérité 9 500 copies de certificats d'études des années 22, 23, 24 exactement, qui avaient été corrigées et curieusement oubliées dans ce grenier. Habituellement, on détruit les copies d'examen assez régulièrement, on ne les garde pas. Et là, ces copies corrigées avaient été conservées. Et Claude Tellot, directeur de l'évaluation et de la prospective, c'était du temps de Bayrou, a eu l'idée de faire une comparaison entre les élèves de l'époque et les élèves d'aujourd'hui, parce qu'il voulait évidemment essayer d'apporter sa pierre à cette fameuse question, est-ce que le niveau monte ou est-ce que le niveau baisse? Question classique. Et comme c'était un homme plutôt au centre-gauche, progressiste, qui détestait les idéologies du déclin, il a espéré que sa thèse allait être confirmée par cette comparaison. Et donc il a éliminé tous les biais, c'est-à-dire tout ce qui pouvait fausser une comparaison entre les élèves d'aujourd'hui et les élèves de l'époque. Par exemple, on sait qu'à l'époque, dans les années 20, les instituteurs ne présentaient au certificat d'études que 10 à 12% de leurs meilleurs élèves. Pour parler en bon français, ils les coachaient toute l'année, ils les préparaient à cet examen qui, à l'époque, était encore crucial. Et puis, on a évidemment éliminé tous les sujets qui n'étaient plus d'actualité, tous les sujets qui n'étaient plus au programme. Et puis, on est allé très loin, puisque on sait que la France de l'époque, la France des années 20, était beaucoup plus rurale qu'aujourd'hui. C'était pas la même composition sociologique qu'aujourd'hui. On a refait un échantillon d'élèves de 5e, d'ailleurs, ce qui était plutôt un avantage pour nos enfants, mais d'élèves de 5e qui avaient la même sociologie, si je puis dire, que la France des années 20. Résultat calamiteux, catastrophique. Je croise mon Tellot dans un couloir du ministère, il rasait les murs, il était désespéré, et je ne vous donne qu'un seul chiffre dans la dictée. Et la dictée n'a pas du tout changé, c'est les mêmes textes, un petit texte comme ça, 15 lignes. Et bien dans la dictée à l'époque, ça vous dira quelque chose pour ceux qui ont mon âge, ou un peu plus, ou juste un peu moins. On faisait, pour les mathématiciens, vous savez, la courbe de Gauss, cette fameuse courbe en cloche, le mode, la médiane, la moyenne, c'est le sommet de la courbe. Eh bien, on faisait 5 fautes en moyenne dans la dictée, et ça donnait le fameux 5 fautes 0, canonique dans les collèges de mon enfance. Eh bien, ce fameux 5 fautes 0, c'était la moyenne des fautes d'orthographe commises dans la dictée à l'époque. Aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, en 95, aujourd'hui ça s'est beaucoup aggravé encore, on fait 17 fautes dans la dictée. Et comme c'est des tout petits textes, ça veut dire que ça ressemble aux textos de nos enfants, c'est-à-dire que les mots ne sont pas découpés, les marques du pluriel sont confondues, les S et les ENT, enfin c'est quelque chose d'un peu apocalyptique. J'ai continué le travail avec mon ami l'amiral Béraud, qui est un type épatant. On a croisé il y a
3-4 ans, 5 ans peut-être, les chiffres du ministère de la Défense, vous savez ce qu'on appelle les JAPD, les journées d'appel pour la défense, qu'on appelait de mon temps, je parle comme les vieux mammifères, ce qu'on appelait les 3 jours, eh bien, on a croisé les chiffres du ministère de l'Éducation et les chiffres du ministère de la Défense, et en gros, je ne vais pas vous donner les détails, je pourrais évidemment le faire, je les ai en tête par cœur, mais en gros, on a 35% de nos enfants qui, à des degrés divers, évidemment, c'est pas tous la catastrophe, mais qui sont en grande difficulté de lecture à l'entrée en 6e, et ce sont les mêmes chiffres au niveau des JAPD, c'est-à-dire à l'âge de 18 ans. Du reste, le directeur des écoles de Lionel Jospin, Jean Ferrier, qui était un type tout à fait remarquable, avait déjà à l'époque les mêmes chiffres, et donc on n'a pas progressé, ça a plutôt décliné depuis, et c'est pour moi le premier problème, parce que quand on est en difficulté de lecture et d'écriture, évidemment, on est en difficulté dans toutes les autres disciplines. Et là, on n'est pas, comment dire, dans un lieu d'excellence comme Subdeco, on parle de tous les petits Français. Et évidemment, pour un ministre de l'Éducation, c'est la priorité des priorités. Je vous donne juste 2 autres chiffres, et puis je m'arrêterai là avec les chiffres, mais c'est après pour essayer de comprendre, et puis de proposer éventuellement des remèdes. Je vous donne 2 autres chiffres. Nous avons, c'est Claude Allègre qui a mis ça, mon ami Claude Allègre qui a mis ça en place, un logiciel qui s'appelle Signa, pour signaler les incidents très graves, les violences notamment, commis dans les établissements scolaires. Et donc les chefs d'établissement signalent ces incidents graves, et nous avons en moyenne chaque année environ 90 000 incidents graves qui sont signalés. Quand vous regardez les... Je souris, mais c'est pas drôle du tout. Lorsque vous regardez la fiche qui vous arrive quand vous êtes ministre, vous avez des lignes pour chaque type d'accident ou d'incident grave. La première ligne, c'est 28 000 violences sans armes. Quand vous avez marqué sans armes, vous dites au secours, où est la ligne avec armes? Avec armes, c'est quand même 1600 cette année. Vous voyez, c'est quand même beaucoup dans les établissements scolaires, dont 40 armes à feu. Il n'y a pas un seul établissement scolaire, pas un seul lycée dans lequel il n'y a pas de trafic de drogue, par exemple, il faut le savoir. Donc on a là une situation qui est sur le plan des incivilités, prenons ce mot valise, qui est évidemment très préoccupante. Et puis, un dernier chiffre que j'ai mis très longtemps à faire accepter, notamment à certains de mes collègues ministres, mais finalement tout le monde, parce que le chiffre est vrai, tout simplement, a fini par l'accepter. Il est maintenant dans le domaine public. 160 000 enfants, élèves, quittent le système scolaire chaque année sans rien. C'est-à-dire sans diplôme, quelques-uns ont le certificat d'études ou ce qu'on appelle des sorties à niveau, mais sans diplôme qui permettent de s'insérer dans la cité, c'est-à-dire en situation véritablement d'échec scolaire. Voilà ce que je voulais évoquer en commençant. Encore une fois, pas du tout pour vous casser le moral, mais simplement pour essayer de comprendre comment c'est possible. Ma grand-mère, qui était directrice d'école, n'aurait jamais imaginé qu'on pût laisser sortir d'un CP ou d'un CE1, d'un cours préparatoire ou d'un cours élémentaire 1, un enfant qui ne sache pas lire, sauf s'il était très très gravement handicapé. Pourquoi cette situation tout de même très particulière, qui vaut d'ailleurs pour tous les pays occidentaux aujourd'hui? Aux États-Unis, c'est encore pire qu'en France. En Allemagne, c'est exactement la même chose que chez nous. En Belgique, en Suisse, c'est les mêmes résultats. Et donc, on est dans une situation qui est assez étrange parce que les moyens ont progressé, les sciences pédagogiques se sont développées, nos recrutements de professeurs sont plutôt très bons, notamment le recrutement de professeurs des écoles est d'un niveau bien plus élevé que dans les années 60 ou 70. Et on voit très exactement, c'est ce que Christian Forestier, qui est un grand spécialiste de l'école, qui était le directeur de cabinet de Jack Lang, qui était le président aussi de l'Institut d'évaluation du ministère, avait établi de manière admise aujourd'hui par tout le monde. C'est à partir de 1995 que tout s'aggrave, tous les chiffres tournent à l'orange et au rouge. Donc on est dans une situation aujourd'hui qui pose véritablement problème. Alors, je ne vais pas rentrer dans les questions concrètes de réforme ministérielle. Est-ce que, comme mon ami Payon, il faut changer les rythmes scolaires? Je pense qu'il a raison, même si, monsieur le maire, ça pose un certain nombre de problèmes aux maires que je n'ignore pas. Ça leur demande d'énormes efforts, je le sais, mais je pense que c'est malgré tout une bonne idée que de revenir à la semaine de 4 jours et demi. La semaine de 4 jours était une absurdité. Vous savez, quand en France, on décide un truc que personne n'a jamais fait dans le reste du monde, et aucun pays n'applique la semaine de 4 jours, il faut quand même le savoir. Hein. Alors c'est soit qu'on est vraiment géniaux, soit qu'on a fait une connerie, pour dire les choses franchement. En l'occurrence, à mon avis, je vous laisse choisir, mais je pense que la deuxième hypothèse est plutôt la bonne, et que même si c'est difficile, il faut revenir au bon sens. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de telle ou telle mesure. Moi, j'avais
dédoubler les cours préparatoires dans toutes les écoles difficiles de France. Pourquoi? Parce que un chiffre terrible que je vous donne quand même, que vous l'ayez en tête, 80% des enfants qui n'apprennent pas à lire au CP, au cours préparatoire, n'apprennent jamais à lire. C'est là que ça se joue, c'est là qu'on manque la marche. Et donc, en dédoublant les CP dans les écoles difficiles, on obtenait des résultats absolument formidables. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, encore une fois, ni de projets ministériels, ni de discussions politico-polémiques. Ça ne m'intéresse absolument pas. Je voudrais comprendre ce qui s'est passé. Globalement, dans tous les pays occidentaux, ça ne touche pas simplement la France. Eh bien, je pense que l'essentiel, et je vais maintenant au cœur de ce qui me paraît être la problématique globale, c'est que nous avons vécu au XXe siècle, en Europe, quelque chose d'absolument unique. Et là, il faut de la philosophie pour le comprendre. Nous avons vécu un siècle, le XXe, de déconstruction des valeurs traditionnelles et des autorités traditionnelles, aussi un siècle d'innovation formidable, mais un siècle de déconstruction des autorités et des valeurs traditionnelles comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Vous pouvez regarder vos livres d'histoire, regarder le déclin de l'Empire romain, la Révolution française, que sais-je encore. C'est une plaisanterie à côté de ce qu'on a vécu en termes de déconstruction des traditions et des valeurs traditionnelles, des autorités traditionnelles dans la vieille Europe de manière, non violente, de manière continue. C'est toute l'histoire du XXe siècle. Je vous en donne quelques indices. Nous avons, lorsqu'on regarde l'histoire de la haute culture, des avant-gardes, de ce qu'on appelle l'art moderne, l'art contemporain, on a cassé la tonalité en musique avec Schoenberg, on a cassé la figuration en peinture avec Picasso et Kandinsky, on a cassé les règles traditionnelles du roman avec Rob Grillet, avec Claude Sarraute, avec Claude Simon, avec Nathalie Sarraute, Claude Simon, avec, disons, l'invention de ce qu'on a appelé le nouveau roman. On a cassé les règles traditionnelles du théâtre avec des gens comme Beckett ou même comme Ionesco, en un sens. On a cassé les règles traditionnelles de la danse classique. Classique, c'est ce qu'on enseignait dans les classes, avec Béjart, avec Pina Bausch. En mai 68, on a essayé, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, les deux, comme toujours, de déconstruire ce qu'on appelait la morale bourgeoise, c'est-à-dire la grande vision morale du monde traditionnel, qu'elle fût d'ailleurs religieuse ou républicaine et laïque. Et donc on a eu un siècle de déconstruction comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Déconstruction des valeurs traditionnelles. Pour dire les choses très simplement, le mariage gay eût été mais totalement inimaginable par mes grands-parents. L'idée qu'on puisse débattre d'un sujet comme celui-là aurait été surréaliste pour eux. Bon, il se trouve que je suis plutôt pour, mais peu importe, c'est pas le sujet. Ça ne me choque pas, mais peu importe. J'imagine mon arrière-grand-mère que j'ai bien connue discutant du mariage gay, je pense qu'elle aurait eu la syncope dans le quart d'heure. C'était inimaginable. Et donc on a un siècle évidemment aussi d'innovation magnifique, d'innovation scientifique, notamment technique, absolument extraordinaire. Donc un siècle d'innovation et de déconstruction. Pour les économistes dans la salle, on est dans Schumpeter généralisé, c'est-à-dire la logique de la destruction créatrice, ou plutôt, je dirais, de l'innovation destructrice. Je préfère innovation destructrice à destruction créatrice, parce que quand vous faites tomber, ça m'est arrivé dernièrement, votre iPhone 4 dans la salle de bain, dans la baignoire, ça ne crée pas l'iPhone 5. En revanche, quand vous... Ben oui, c'est un peu fâcheux d'ailleurs, mais quand Apple s'amuse à créer l'iPhone 5 et qu'il change la connectique, ben ça vous oblige, ça rend obsolète, disons, assez rapidement le 4. Voilà, donc c'est plutôt innovation destructrice que destruction créatrice, mais ce modèle de Schumpeter, il s'applique évidemment à toute la société. Et quand vous regardez non pas l'histoire de la haute culture, mais que vous regardez la vie quotidienne des Européens et singulièrement des Français, c'est la même chose. Innovation destructrice. Encore une fois, pour le meilleur parfois, je ne suis pas du tout pessimiste, j'y insiste, parce que très souvent, et notamment à droite, c'est tout de suite le discours de la déploration qui s'installe. Ce n'est pas du tout ce que j'ai en tête. Mais il y a les deux faces, innovation destructrice. Regardez 2 ou 3 éléments, simplement pour qu'on ait le paysage en tête. La fin des paysans. Il y avait 6 millions de paysans dans la France de mon enfance. Dans les années 50, il reste aujourd'hui 312 000 exploitations agricoles en France. On a pratiquement divisé par 10 en France le nombre de paysans. Ça ne change pas simplement le paysage géographique, naturel et physique du pays. Ça change aussi son paysage moral et politique. Mon ami Roland Quérol, grand prof à Sciences Po, spécialiste des sondages, me disait l'autre jour que dans les années 70 encore, 80 même, dans les sondages d'opinion, la ligne agriculteur, c'était la première ligne. Elle a disparu aujourd'hui de tous les sondages d'opinion parce que ça n'est plus suffisamment représentatif.
on a là vraiment une révolution du monde paysan. Et encore faut-il ajouter que le paysan d'aujourd'hui n'est plus le paysan de mon enfance. C'est un chef d'entreprise, c'est un agriculteur, ça n'est pas la même chose. Il a plusieurs casquettes, plusieurs métiers. Et donc on a là quelque chose qui a bouleversé la France. Quand j'étais gamin dans le village où j'habitais, j'ai passé les 25 premières années de ma vie à la campagne, eh bien les paysans faisaient les foins à la faucille ou à la faux, dans les prés, dans les vergers notamment, parce qu'on ne passait pas avec des tracteurs ou avec des motoculteurs. Eh bien, quand je dis à mes filles qui ont 13 et 14 ans que les paysans faisaient les foins, elles me regardent avec des yeux ronds parce que l'expression « faire les foins » ne leur dit rien. Quant à la faucille, elles n'en ont jamais vu ailleurs que sur le drapeau du Parti communiste français. Et encore, faut se dépêcher, si je peux me permettre. Comme quoi, vous voyez qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Mais bon, je plaisante, évidemment. Pardon pour les anciens du PC dans la classe. Mais de la même manière, je me souviens évidemment, et tous ceux qui ont mon âge ont connu ça quotidiennement, on allait pêcher les gardons ou les épinoches dans les lavoirs. Les femmes faisaient la lessive au lavoir tous les jours avec des espèces de battoirs qui ressemblaient à des grosses raquettes de ping-pong. Ça aussi, maintenant, ça appartient au musée. On est dans un autre monde. Le petit moulin à café, un moulin à bras, on se battait avec mes frères pour avoir l'honneur insigne de moudre le café avec le tiroir, le petit tas qui sentait très bon. Je ne vais pas vous faire du Delerme, ma première gorgée de bière, mais enfin, c'était ça dans toutes les cuisines de France. Là encore, mes filles n'ont jamais vu de moulin à café ailleurs que dans une brocante. Tout ça a changé, juste pour le dire de manière absolument radicale, brutale, profonde, en quelques décennies. Et quand je disais qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, autre révolution qui est, à mon avis, la révolution majeure des 50 dernières années, c'est évidemment la révolution des femmes. La condition féminine, elle a changé dans la vieille Europe. Elle a changé davantage en 50 ans qu'en 500 ans. Alors on peut considérer que notamment sur le plan de l'égalité salariale, ça n'est pas suffisant, et on a raison de le dire. Mais néanmoins, la vérité, c'est qu'en 50 ans, la condition féminine a changé davantage qu'en 500 ans. J'étais l'autre jour en Suisse, je le précise pour des raisons parfaitement honorables. Par les temps qui courent, on ne sait jamais, mais c'est vrai en plus. Et donc, remarquez, les yeux dans les yeux, on l'a quand même pas, je veux pas, mais bon, ça prouve rien, mais c'est vrai quand même. Et donc, j'étais invité par le maire d'une ville de l'Appenzell, qui, vous savez, qu'il y a 26 cantons en Suisse, un canton germanique qui est en effet le plus archaïque. Mais enfin, quand même, je demandais au maire de la ville de me dire à quelle date les femmes avaient obtenu le droit de vote. La Suisse est un pays archi-civilisé, beaucoup plus démocratique que la France à bien des égards. C'est un mélange culturellement d'Italie, d'Allemagne et de France. Eh bien, tenez-vous bien, mesdames, dans un pays au cœur de l'Europe comme la Suisse, les femmes n'obtiennent le droit de vote que le 28 avril 1991. Ce qui veut dire que jusqu'en 91, elles étaient considérées comme des enfants. Il y a là évidemment quelque chose qui, lorsque je racontais ça à ma grande fille qui a 22 ans, lui paraît hallucinant. Elle a l'impression que ses parents ont vécu dans Jurassic Park ou dans les pierres à feu, mais un truc qui ne ressemble pas au monde d'aujourd'hui. Et là, vous voyez que c'est une formidable nouvelle parce que, évidemment, moi j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas d'homme libre sans femme libre, et même de manière très égoïste, je pense que c'est la meilleure nouvelle qui puisse arriver aux hommes que l'émancipation des femmes. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a des aspects positifs, des aspects négatifs. Pour les aspects positifs, je le dis quand même tout de suite, pour que, là encore, vous n'ayez pas le sentiment que je vais m'effondrer dans les idéologies du déclin que je déteste à tous égards. Mais depuis 1800, la longévité humaine a été multipliée par 3. Du temps de Victor Hugo, quand Victor Hugo écrit Les Misérables en 1862, eh bien, on meurt à 27-28 ans en moyenne. On a donc pratiquement multiplié par 3 la longévité humaine et on a multiplié par 20 le vrai niveau de vie des Européens, des Français. Et même depuis 1950, Daniel Cohen, La prospérité du vice, excellent livre, eh bien, le niveau de vie des Français a été multiplié par 3. Et donc, ça n'est pas le capitalisme qui nous a plongés dans la misère, c'est lui qui nous en a sortis. Alors après, ça pose des problèmes de redistribution, d'égalité, d'équité, mais c'est lui qui nous a sortis de cette misère. Et donc, encore une fois, il y a des aspects extraordinairement positifs dans ce XXe siècle, mais en revanche, sur le plan scolaire, non. Parce que la déconstruction des traditions, ça pose de gros problèmes. Et notamment dans les deux secteurs. Réfléchissez bien à ça, j'ai mis très longtemps à comprendre ça, mais je pense que c'est vraiment la bonne clé. Dans les deux secteurs où l'éducation, l'enseignement, plus exactement, relève
de la tradition, du patrimoine, de l'héritage. Aucun d'entre vous, aucun d'entre nous n'a inventé le français. C'est un pur héritage, c'est une pure tradition, c'est un pur patrimoine. Les choux, ils bougent nous cailloux, les corps du participe passé avec le verbe avoir, etc., que nos politiques ont tant de mal à maîtriser aujourd'hui. Non, c'est vrai, le nombre de fautes d'accord de participe que j'entends, ça me laisse... bon. Mais voilà, on est là dans du patrimonial pur, dans de l'héritage pur. Personne n'invente le français. Hein. Je vais vous le dire, la créativité, l'innovation en matière d'orthographe, ça s'appelle les fautes d'orthographe, tout simplement. Et de la même manière, réfléchissez bien à ça aussi, c'est très très profond en fait. La politesse, pour l'appeler par son vieux nom. Les règles de politesse, il n'y a rien de plus sédimenté, de plus traditionnel. Quand vous terminez une lettre et que vous dites « Monsieur, Madame, je vous prie d'agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs », zéro créativité. Or, tout notre enseignement, c'est ce qu'on a appelé la rénovation pédagogique, a basculé dans l'idéologie de la spontanéité, de la créativité, de l'invention, les textes d'invention, les autodictés, etc. Ça peut avoir des avantages de construire soi-même les savoirs, je ne suis pas hostile à ça à 100%, mais dans certains domaines, l'orthographe, en particulier la grammaire et la civilité, ou pour l'appeler par son vieux nom, la politesse, c'est un désastre. Et donc, souvenez-vous, là encore, pour ceux qui ont mon âge, de la fameuse cérémonie de remise des prix. On était au garde à vous. L'inspecteur pédagogique régional était reçu comme Napoléon ou le général de Gaulle, ou le Christ. On était là, on n'aurait pas osé dire un mot. Bon. Et on était tétanisés, sinon d'angoisse, en tout cas de sentiment du sacré face à ces cérémonies. Vous, pour ceux qui sont plus jeunes, si jamais vous aimez le cinéma, pensez aux films qui mettaient en scène des établissements scolaires dans les années 40, 50, 60 encore. Les disparus de Saint-Agile ou le sublime Topaz de Pagnol. Génial. Avec cet immense acteur que fut Louis Jouvet dans le rôle-titre. Et je vous rappelle que Topaz est censé être un professeur chahuté. Eh bien, quand Topaz Jouvet dicte la célébrissime dictée de Topaz, les moutons se paissentent dans un pré, si vous vous souvenez, il fait les liaisons pour que ses petits élèves ne fassent pas de faute d'orthographe, car c'est un gentil professeur, eh bien on entendrait un moucheron voler à 150 mètres. Vous remettez le même Topaz Jouvet dans un film comme celui de Bégodeau, Entre les murs, ou dans La journée de la jupe avec Adjani, excellent film, eh bien Topaz, il ressort en tutu au bout d'un quart d'heure s'il n'a pas la crise cardiaque avant. Donc c'est ça la vérité aussi, il y a un changement d'atmosphère qui est évident. Question pourquoi ? Pourquoi cette déconstruction des autorités et des valeurs traditionnelles ? Pourquoi ? Alors avec des effets en effet dévastateurs sur la maîtrise de la langue et sur la maîtrise de la civilité, qui sont quand même les deux problèmes majeurs de l'école aujourd'hui. Eh bien pourquoi cette déconstruction des autorités et des valeurs traditionnelles a-t-elle eu lieu ? C'est ça la question, en Europe au XXe siècle. Pourquoi pas dans l'Inde du XVIIe siècle, ou l'Afrique, ou la Chine ? Pourquoi tout ça est né du vieux continent européen ? Déconstruction des valeurs et des autorités traditionnelles. Le fleuron étant mai 68, évidemment, mais qui n'est qu'un tout petit avatar d'une très longue histoire magnifique, amusante. Il y a deux raisons, et c'est ces deux raisons que je voudrais vous indiquer essentiellement aujourd'hui, parce que toute la crise de l'éducation est liée à ça, pour le meilleur et pour le pire, encore une fois. Il y a les deux aspects dans cette histoire à chaque étape. Eh bien, la première raison, c'est une raison qui est peu connue et qui est absolument passionnante, à laquelle j'ai consacré un livre il n'y a pas longtemps, d'ailleurs il y a 2 ans, mais un livre qui m'a demandé au moins une quinzaine d'années de travail. C'est probablement le livre qui m'a demandé le plus long travail d'historien, si je puis dire, ce que j'ai appelé l'invention de la vie de bohème. Dans les années 1830 à Paris, ça commence vraiment en 1830, la première bohème, c'est 1830. Eh bien, on voit apparaître toute une floraison de jeunes gens qui, comme on refera en 68, sont les 68ards de l'époque. Ils portent des barbes, ils ont des cheveux longs, ce qui ne se fait absolument pas dans la période, la première moitié du 19e siècle. Ils s'habillent de manière excentrique, avec des gilets rouges, comme Théophile Gautier, lors de la bataille d'Hernani, où il va défendre Victor Hugo contre les vieux genoux, comme ils disent, de l'Académie française. Et donc, on voit apparaître ces jeunes gens qui sont des poètes, des musiciens, des artistes, des écrivains, et qui sont convaincus, ils ont cette conviction chevillée au corps qu'il faut faire table rase du passé, pour inventer un monde inouï, inédit, absolument neuf, aussi bien sur le plan esthétique que sur le plan politique. Ils vont inventer l'art moderne.
Et ces jeunes gens, ils vont s'appeler eux-mêmes les bohèmes, parce qu'ils sont déracinés comme les bohémiens. Ils n'ont pas d'attache. Ils critiquent le monde bourgeois, ils détestent la bourgeoisie, la maréchaussée. Ils inventent ce personnage de Monsieur Prudhomme, qui est un bourgeois ridicule, qui ne dit que des âneries sentencieuses. Ils inventent des formes d'humour extrêmement corrosives. Ils sont, encore une fois, les 68 arts de l'époque. Ils sont des romantiques, mais des romantiques héritiers de Victor Hugo, pas de Chateaubriand. Donc pas romantiques contre-révolutionnaires nationalistes catholiques comme Chateaubriand, mais comme Hugo, ils sont républicains, ils assument l'héritage de la Révolution française. Et d'ailleurs, pourquoi ça s'est passé à Paris, cette invention de la vie moderne, qui est l'invention de l'art moderne, la vie de Bohème? Eh bien, ça se passe à Paris parce que c'est un héritage de Descartes et des Jacobins. C'est quoi Descartes? Même si vous n'avez pas étudié la philo très longtemps, je pense que ça, c'est dans le domaine public, si je puis dire. Descartes, c'est le premier philosophe dans toute l'histoire de l'humanité à dire ceci: il faut mettre en doute radicalement, ce qu'on appelle le doute hyperbolique, exagéré. Il faut mettre en doute tout ce qui vient du passé, tout ce qu'on a reçu des parents, de la nation, de l'école, tout ça est douteux, plein de préjugés. Pour trouver quelque chose qui résiste au doute, une pierre angulaire, un point d'Archimède, comme dit Descartes, le fameux cogito, peu importe le détail, donc une proposition certaine à partir de laquelle on pourra reconstruire tout l'édifice de la science et de la philosophie. Table rase du passé en un de la philosophie. Tocqueville, de manière géniale, au début de la démocratie en Amérique, a cette réflexion grandiose et totalement juste et profonde. Il dit ceci: les révolutionnaires français, les jacobins, ne sont rien d'autre que des cartésiens sortis des écoles et descendus dans la rue. Parce que le geste de la Révolution française, c'est le même que celui de Descartes, mais dans l'histoire politique. On fait table rase de l'Ancien Régime et on met en place le calendrier de l'an 1 et on va reconstruire un monde nouveau qui sera le monde démocratique avec l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août, etc. Et donc vous avez ce geste-là, mes petits bohèmes, ce sont des héritiers de ce geste cartésien révolutionnaire. On fait table rase du passé pour inventer un monde nouveau. Et ces jeunes gens vont se donner des noms qui vont passer dans le langage courant en français pour certains d'entre eux. Vous les connaissez, mais vous n'en connaissez pas l'origine parce qu'aucun livre n'a jamais été écrit sur cette histoire, curieusement, qui est pourtant géniale. Eh bien, ils s'appellent par exemple les fumistes. C'est de là que ça vient. Fumistes, d'abord ils fument du hache, évidemment. Il y a un texte de Théophile Gautier qui s'appelle Les Hachichins, expérience des paradis artificiels, mais aussi parce que les fumistes à l'époque sont les ramoneurs. Et les ramoneurs, c'est pas des bourgeois, ça se voit, ils sont sales, ils sont habillés comme des ouvriers, ils sont tout noirs, c'est pas les bourgeois propres sur eux. Et donc les fumistes se comparent au fond à ce monde ouvrier révolutionnaire. Ils s'appellent les je m'en foutistes. C'est de là que ça vient, la fameuse expression, quand on dit à quelqu'un que c'est un je m'en foutiste. Eh bien, les je m'en foutistes, un groupe de petits bohèmes qui se moquent, encore une fois, des bourgeois et de la maréchaussée. Ils se foutent de tout, ils tournent en dérision toutes les valeurs sacrées aux yeux des bourgeois. S'appellent les hirsutes. J'aime beaucoup les hirsutes, ils sont comme mon ami Borloo, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Ils ont l'air de tomber directement du lit, avec la joue froissée, le cheveu en bataille, et c'est pour ça que j'aime Borloo. C'est pas une méchanceté, au contraire, c'est un grand compliment dans ce monde un peu compassé qu'est le monde de la politique. Borloo est un hirsute. Et ça veut dire quoi, hirsute? Brassens mettra en musique là, des poèmes des hirsutes, ô vie heureuse des bourgeois, qu'Avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne, ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ça vient du groupe des hirsutes, chanson mis en musique par Brassens. Toujours le thème, ça vient de la chanson des gueux, Richepin. Le thème, c'est toujours, on tourne en dérision le monde bourgeois. Image des hirsutes, ils ne sont pas comme les canards de basse-cour auxquels on a rogné les ailes pour en faire justement des prisonniers, mais ils sont libres, ils sont des canards sauvages, et donc ils se moquent des bourgeois, ils sont hirsutes, ils sont brucs de décoffrage. Ils ne sont pas embourgeoisés, ils ne sont pas civilisés, polissés au mauvais sens du terme. Vous voyez l'idée? Et puis il y en a beaucoup d'autres, il y a des buveurs d'eau parce qu'ils ne peuvent pas acheter de la bière ou du vin, ils sont trop pauvres, la bohème est miséreuse. Ils vont devenir les hydropathes, j'aime beaucoup les hydropathes, ils sont dirigés par un type qui s'appelle Goudot. On adore les calembours à l'époque, évidemment. Il habite rue Boileau, ça les fait beaucoup rire. Et donc, moi j'adore parce qu'ils sont tellement sympathiques. Et puis ils vont devenir, et d'ailleurs l'anecdote est vraie, il va mourir terrassé par l'alcool parce qu'il n'a jamais bu une goutte d'eau de sa vie, mais il a écrit un livre magnifique qui s'appelle 10 ans de bohème en 1878. Et puis vous avez, je ne vais pas vous le raconter tout ça, mais c'est une histoire tellement magnifique et qui est la première histoire de la déconstruction des traditions. Et le dernier groupe, c'est le groupe des incohérents. On est en 1886.
Le pilier du groupe des incohérents, c'est Alphonse Allais, qui est un homme merveilleux, et qui va développer justement cet humour anti-bourgeois. Le thème majeur, c'est contre la bourgeoisie, contre les traditions. Vous voyez, c'est toujours la même idée. Il s'agit de casser les traditions comme préalable à l'invention d'un monde nouveau. Et donc, ces jeunes gens, les incohérents, organisent des expositions à Paris. On a oublié ça, mais il y a jusqu'à 30 000 personnes qui viennent à ces expositions. Les rues de Paris sont bloquées. Ça a un succès inimaginable. Et qu'est-ce qu'on expose? Eh bien, dans ces expositions des incohérents, on expose des objets absurdes. C'est l'invention, Duchamp n'a rien inventé, les surréalistes reprendront ça. Des objets absurdes qui sont destinés à choquer le bourgeois. L'expression apparaît dans ce contexte. Choquer le bourgeois, des objets absurdes. Ils inventent des peignes pour chauves, des balançoires de murs pour calmer les enfants turbulents. Alphonse Allais invente un objet que j'adore qui s'appelle l'aquarium en verre dépoli pour poissons timides. Et non, c'est quand même admirable. Et puis, ils inventent tout ce que Duchamp et l'art contemporain vont reprendre, c'est-à-dire les ready-made, les monochromes. Ah, le premier concert de silence. John Cage n'a rien inventé. Alors, le premier concert de silence, c'est comme toujours Alphonse Allais. Donc, c'est une grande partition vide, il n'y a pas de notes. Mais alors, c'est pour l'enterrement d'un grand homme sourd, dont c'était pas la peine de gâcher la note, mais aussi parce que les grandes douleurs sont muettes. Et je trouve admirable. Et il l'invente, plutôt c'est un de ses amis qui s'appelle Paul Biot qui invente le premier monochrome. Là encore, Malevich, Yves Klein n'ont rien inventé. On fera que reprendre, au fond, piller les incohérents. Le premier monochrome, c'est le fameux combat de nègres dans un tunnel la nuit. On a gardé le titre, mais on a oublié. Alors, Alphonse Allais, jaloux de son collègue, invente immédiatement après un grand monochrome rouge, donc un grand tableau de 3 mètres tout rouge, qu'il appelle sobrement la cueillette des tomates au bord de la mer Rouge par des cardinaux apoplectiques. Je vous raconte ça parce que c'est vraiment ce 19e siècle, cette deuxième moitié du 19e siècle qui met en place toutes les révoltes des individus contre les traditions, donc toute la déconstruction qui va caractériser progressivement et de plus en plus le XXe siècle européen, avec encore une fois des effets extraordinairement positifs sur certains secteurs, je parlais de la révolution des femmes, des effets extraordinairement négatifs parfois sur tout ce qui dans l'enseignement est traditionnel, évidemment, la langue et la civilité notamment. Maintenant, pourquoi? Je disais tout à l'heure, il y a 2 explications à cette histoire schumpeterienne de l'innovation destructrice qui caractérise encore une fois l'espace occidental, européen et américain, et puis tout ce qui dépend comme satellite de la culture politique et intellectuelle européenne. La vraie raison, évidemment, c'est l'émergence de la mondialisation, c'est-à-dire du capitalisme moderne. Et je vous dis pourquoi. Parce que ce n'est pas évident ce que c'est que la mondialisation. La mondialisation, ça n'est pas seulement ce que disent les économistes. Si vous aviez invité à ma place un économiste, il vous dirait en gros, je caricature, mais c'est à peu près ça, que la mondialisation, c'est l'entrée des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, les nouveaux entrants dans le circuit de la production et de la consommation capitaliste, et que, évidemment, ça entraîne des effets de dérégulation, de diminution de la puissance des États, voilà, l'hyperlibéralisme, la finance, bon, et donc un économiste aurait ce regard sur la mondialisation. La mondialisation, chers amis, c'est 1 milliard de fois plus profond que ça. Oui, c'est ça, les économistes ont raison, je suis passionné par l'économie, mais c'est 1 milliard de fois plus profond que ça. La mondialisation, c'est 2 grands moments dans l'histoire de l'Europe. Et ça, c'est la bonne périodisation, si je peux me permettre, sur le plan en tout cas intellectuel et philosophique. La mondialisation, c'est 2 grands moments, et si vous ne comprenez pas ça, vous ne comprenez rien au monde d'aujourd'hui. J'y insiste parce que c'est vraiment l'idée la plus puissante, la plus éclairante que j'ai rencontrée dans ma vie, que cette conception de la mondialisation. Je vous dis ça très vite, je vais essayer de faire tenir la dinde dans le marron, mais il y a vraiment des ramifications sans fin. Il y a des harmoniques, comme on dit dans le vocabulaire musical. Mais allons à l'essentiel. Je disais, la mondialisation, c'est 2 moments dans l'histoire de l'Europe. Le premier moment, c'est évidemment la révolution scientifique des XVIIe et XVIIIe siècles, ce qu'on a appelé les Lumières. Métaphore du reste présente dans toutes les langues d'Europe, Aufklärung en allemand, Illuminismo en italien, etc., Enlightenment en anglais. Et l'idée, c'est que la raison scientifique moderne va nous permettre de lutter contre l'obscurité de l'obscurantisme du Moyen-Âge, c'est-à-dire la superstition, mais aussi un peu la religion, il faut bien le dire.
Et donc on a cette révolution scientifique. Le premier vrai scientifique dans l'histoire du monde, c'est Newton, la théorie de la gravitation universelle, comme Lavoisier, le premier chimiste. Eh bien, on a, avec cette révolution, si vous y réfléchissez, je ne vais pas vous infliger un cours d'histoire des sciences, mais là est l'essentiel. On tient le premier discours dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a rien d'équivalent avant, rien. C'est le premier discours de la mondialisation. Pourquoi ? Parce que les grandes vérités scientifiques, principe d'inertie, principe de gravitation, etc., les grandes vérités scientifiques, elles sont démocratiques. Elles traversent les classes sociales et les frontières. Le principe de Newton, ça vaut pour les riches comme pour les pauvres, pour les puissants comme pour les faibles, pour les roturiers comme pour les aristocrates, mais ça vaut aussi pour les Chinois, les Indiens, les Français ou les Anglais de la même manière. Transclasse sociale, transfrontière. C'est le premier et le seul discours mondial. Avant, vous n'avez que des discours régionaux. On est dans la collection Contes et légendes avant. Il y a des mythologies, des religions, des philosophies, mais elles sont toutes locales, comme la mythologie grecque, elle est grecque. Elle n'est pas chinoise, pas africaine. La science, elle est universelle, elle est mondiale. Et quand ce discours de la science se met en place, avec les Lumières, avec l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert notamment, il est porteur d'un grand projet de civilisation. Ça aurait fait rêver le président Sarkozy. Il y a une vraie politique de civilisation qui va dominer l'Europe jusqu'aux années 1970. Droite et gauche républicaine confondues. Ça vaut pour Clémenceau comme pour De Gaulle, pour Jaurès comme pour Pompidou. On est là dans une logique optimiste. On pense que grâce au progrès des sciences et des techniques, grâce aux Lumières, on va rendre l'humanité plus libre et plus heureuse. Le bonheur, une idée neuve en Europe, dit Saint-Just en pensant à ça. Plus libre, plus heureuse, ça s'appelle l'idée de progrès. Quand le général de Gaulle s'agite sur sa chaise en disant « Voilà, la ménagère, elle aimerait bien, avec son intonation inimitable, qu'on ait une machine à laver, qu'on ait un frigidaire. » Et audacieux, il ajoute « Et pourquoi pas une auto ?» Eh bien, on est encore dans cette logique de Voltaire, de Diderot, des encyclopédistes, de l'optimisme des Lumières. On pense que le progrès technique va en l'occurrence libérer la femme des tâches domestiques, mais que d'une manière plus générale, on va rendre l'humanité plus libre et plus heureuse. C'est les deux idées fondamentales, liberté, bonheur. C'est ça le projet européen. Et ça marche, malgré les guerres. Et tout ça, chers amis, s'effondre avec la deuxième mondialisation. La deuxième mondialisation, le mot apparaît dans les années 80, ça n'est pas pour rien, elle va être accélérée évidemment par l'Internet. La deuxième mondialisation, c'est à tous égards le contraire de la première, et nous sommes dedans. La deuxième mondialisation, qu'est-ce que c'est ? C'est une chute au sens biblique ou platonicien du terme, une chute de cet immense projet humaniste. Liberté, bonheur, progrès, démocratie, droits de l'homme, république, comme vous voudrez. Chute de cet immense projet dans lequel, au fond, droite et gauche, encore une fois, se rejoignent malgré les désaccords. Eh bien, cet immense projet humaniste tombe dans une infrastructure qui est celle de la compétition universelle, ouverte sur le grand large. Le symbole de la deuxième mondialisation, c'est ça. Il n'y a pas un seul objet au monde qui soit plus symbolique de la deuxième mondialisation compétitive, ouverte sur le grand large, que cette petite chose. Car c'est l'objet probablement sur lequel la compétition mondiale pèse le plus fort. Donc la pression à l'innovation pèse le plus fort. Schumpeter encore. Eh bien, que savait Steve Jobs quand il fabriquait encore ces petits objets ? Il savait une chose et une seule en vérité. Sur le reste, il n'avait que des hésitations. J'ai eu l'occasion d'en parler souvent avec ses représentants en France. Ils étaient très hésitants. J'ai d'ailleurs fait des séances de travail avec Didier Lombard, le patron de France Télécom à l'époque, avec mon ami Orsena d'ailleurs. Est-ce qu'on va lire la presse là-dedans ? Pas sûr. Dans l'iPad peut-être, l'iPhone pas certain. Est-ce qu'on va lire des livres ? Encore moins certain. Est-ce qu'on va regarder des films ? Pas sûr non plus. Il doit y avoir maintenant 800 000 applications. Lesquelles vont marcher ? On n'en sait rien. En revanche, ce que savait Steve Jobs à coup sûr, c'est que si l'iPhone qu'il mettait sur le marché n'était pas plus innovant que celui que vous aviez dans votre poche, plus de pixels dans la caméra, plus de mémoire dans le MP3, une connexion Internet plus rapide, etc., eh bien, s'il n'y avait pas des innovations si possible majeures, juste, il était mort, ravalé par le voisin, Nokia, BlackBerry, Samsung. Et donc, il fallait innover, innover, innover encore. L'innovation est devenue la loi du monde. Mais elle a changé de sens.
Il faut comprendre ça, sinon on ne comprend rien au monde dans lequel nous vivons, et notamment à la politique actuelle, et pourquoi elle est décevante structurellement. Ce n'est pas de la faute des politiques, ils sont ni plus bêtes ni plus méchants que les autres, plutôt moins d'ailleurs. Mais la vérité, c'est qu'ils sont dans une situation qui est celle-là. Et ça, c'est le point central. Notre histoire n'avance plus, chers amis, animée comme pouvait encore le croire De Gaulle, animée par la représentation d'une fin, d'un objectif grandiose, liberté, bonheur, progrès, etc. L'histoire n'avance plus animée par des causes finales, pour parler comme les physiciens, mais l'histoire avance poussée dans le dos, et encore je suis poli, par l'obligation, chaque mot compte, mécanique, automatique, anonyme et totalement aveugle, d'innover ou de crever. Comme un vélo qui n'avance pas tombe, ou c'est ce que j'appelle le syndrome du gyroscope, comme un gyroscope qui ne tourne pas assez vite sur son axe, se met à vaciller et tombe du fil sur lequel vous l'avez posé. C'est ça la mondialisation. Il faut innover, 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 comme quelqu'un qui se prend le pied en haut d'un grand escalier et qui essaye de courir de plus en plus vite pour ne pas se ramasser, c'est ça. Si je n'innove pas, je meurs. Schumpeter, encore une fois, a 1000 fois raison. C'est le plus grand analyse du capitalisme moderne. Et donc, l'innovation destructrice. Et donc, dans cette logique-là, si je n'innove pas, je meurs. Mais voyez bien la différence avec les temps anciens. L'innovation n'est pas un projet, c'est un cahier des charges. Ce n'est pas un idéal, c'est une nécessité absolue. Ce n'est pas un sens, c'est une obligation. 3 conséquences. Et j'en aurais presque fini. Première conséquence, nous avons aujourd'hui totalement perdu le sens de l'histoire. Nous ne savons ni où nous allons, ni pourquoi nous y allons. Jamais l'histoire n'a été aussi opaque qu'aujourd'hui. Personne n'a prévu ni l'effondrement du mur de Berlin, ni le printemps arabe, ni même la crise des subprimes. Personne n'a prévu les grandes mutations du monde. Elles sont imprévisibles structurellement. Pourquoi ? Ou très largement imprévisibles. Pourquoi ? Parce que elles sont ces grandes innovations, ces grandes mutations, ces grandes révolutions. Elles sont ce qu'on appelle dans la physique de Newton, justement, la résultante de millions de vecteurs qui sont les entreprises, les laboratoires scientifiques, les peuples, les cultures. Et tout ça produit une résultante et aucun d'entre nous n'en a a priori la visibilité, ni Obama, ni Hollande, ni Merkel, ni vous, ni moi. Et donc on est toujours surpris par les grands événements historiques depuis 20 ans, 30 ans. Encore une fois, chute du mur. Je me souviens d'avoir déjeuné avec Jean-François Revel, qui était tout sauf un imbécile. 15 jours avant la chute du mur de Berlin, il me disait encore « le communisme est là pour 100 ans ». 15 jours après, boum, tout était par terre. Et encore une fois, les révolutions arabes, personne ne les a vues venir. Personne n'aurait parié un centime sur Moubarak en prison. D'ailleurs, vous voyez bien que même notre ministre des Affaires étrangères s'est totalement trompé là-dessus. Je ne lui jette pas la pierre, mais complètement à côté de la plaque. Elle voulait envoyer aussi en Tunisie le savoir-faire de la police et de l'armée française pour mater les jeunes gens qui se révoltaient contre le pouvoir tunisien, alors que c'était le vent de l'histoire qui passait, quoi qu'il y ait derrière, quelles que soient les récupérations. Je ne développe pas ça. Jamais l'histoire n'a été aussi opaque qu'aujourd'hui, parce que c'est structurel, parce que les moteurs de l'histoire, c'est la compétition mondiale, et que cette compétition, c'est des millions et des millions de vecteurs, de petites flèches qui se regroupent dans un fleuve commun, mais qu'encore une fois, on ne perçoit que quand il est là. Le sens de l'histoire a totalement disparu. La seule question politique, elle est là. Deuxième conséquence, dans le contexte de la mondialisation, je ne le développe pas, mais c'est le plus important, les leviers des politiques nationales ne lèvent pratiquement plus rien. Autant le maire de La Rochelle ou le maire de Bordeaux peut être extrêmement efficace pour ses concitoyens, autant le malheureux ministre des Finances, il peut faire des bêtises, remarquez, mais il ne peut pas faire que la croissance mondiale revienne, ça ne dépend pas de lui. Ça n'a rien à voir avec lui. Il peut préparer la chose, il peut éviter les catastrophes, mais il ne peut pas faire que la croissance mondiale revienne. Ça ne dépend pas de Bercy. Il faut être cinglé pour s'imaginer ça. Pourquoi ? Parce que les politiques sont restées nationales alors que le marché est mondial. Vous voyez bien la discrépance qu'il y a entre les deux. Et la troisième conséquence, et je reviens à l'éducation. C'est ce que j'appelle les contradictions culturelles de l'homme de droite dont je suis un républicain de droite, mais je m'adresse à moi-même, un peu comme Churchill disait la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. La mondialisation est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Les deux phrases étant importantes, à l'exception de tous les autres, mais quand même le pire des systèmes. Pourquoi ? Parce que, voyez bien que
nous sommes schizophrènes. Nous sommes coupés en deux. D'un côté, imaginez le vieux chef d'entreprise, hein, qui est un peu comme ça, pas un salaud, pas un fasciste, bien à droite, mais républicain, il a parfaitement le droit. Il trouve, voilà, quand il rentre à la maison, imaginez la scène. Sa fille a invité pour un goûter d'anniversaire la classe de son petit-fils et il voit débouler dans son salon, dans ses meubles Louis XVI, dans le 8e arrondissement de Paris, une collection de petits sauvageons, comme disait Chevènement. Et donc il voit des gamins de 9-10 ans et il se dit, mon Dieu, si je parle littérature, musique ou art plastique avec eux, c'est le désert des Tartares. Ils ne sont pas fichus de dire bonjour, merci, même les utopies de 68 étaient plus réalistes. Quand ils partiront, ils diront pas au revoir monsieur, mais alors le monsieur n'existe plus. Tout ça est dramatique. Si jamais je faisais une dictée, ce serait bourré de fautes d'orthographe. Enfin, ils sont pas très brillants, tout ça est un peu affreux. Bon, ils sont violents, ils trouvent que tout fout le camp, quoi. Voilà, bon. Il n'a pas absolument tort, les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure sont assez accablants. Mais en même temps, je lui dis à mon camarade chef d'entreprise, je lui dis, mais mon ami, fais attention, d'où ça vient tout ça ? Qu'est-ce qui a innové et détruit dans l'histoire du XXe siècle? C'est le capitalisme moderne. Et je lui dis, tu es schizophrène. Dans ta maison, quand tu rentres le soir chez toi, tu voudrais qu'on remette les blouses grises, les plumes sergent-major, que tes enfants soient capables de tourner, ou tes petits-enfants, des compliments en latin qui soient bien élevés, polis et propres sur eux. Mais quand tu es dans ton entreprise, tu es ultra-moderniste, tu achètes des tableaux d'art contemporains et tu demandes à tes troupes de ne pas s'embourgeoiser, d'innover. Mais il n'y a pas d'innovation sans déconstruction. C'est ça la logique du capitalisme moderne. Et donc je lui dis à mon chef d'entreprise, tu veux l'argent du beurre et le sourire du laitier, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux des enfants zappeurs, consommateurs qui changent d'iPhone tous les 3 mois ou de ce que vous voudrez, Nintendo, PlayStation, du moment que ça fait du bruit et que c'est numérique? Est-ce que tu veux des enfants zappeurs, consommateurs pour que ton entreprise marche? Parce qu'elle innove pour que les produits deviennent obsolètes et qu'on en rachète d'autres. Donc est-ce que tu veux des enfants zappeurs consommateurs pour que la grande consommation de masse continue à tirer l'économie et la croissance? Ou est-ce que tu veux des enfants bien élevés, intelligents et distanciés par rapport au monde de l'hédonisme et du ludique? Mais tu ne peux pas avoir les deux. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le sourire du laitier. J'adore ce proverbe parce qu'il existe dans toutes les langues. En anglais, comme vous savez, c'est « you can't have your cake and eat it too ». En italien, c'est génial, pas très féministe, c'est « on ne peut pas avoir le tonneau plein et la femme ivre ». Donc c'est assez admirable, d'ailleurs ça en dit long sur nos... Non mais elle est belle quand même, ça, non... sur nos amis italiens. Et donc voilà ce que je dis à mon ami chef d'entreprise. Alors voilà, on est là dans une contradiction du capitalisme. Comment en sortir? Et moi qui suis un républicain de droite, donc malgré tout un libéral, réconcilié avec le marché, très favorable à l'innovation, encore une fois je vous disais, c'est le capitalisme qui nous a sortis des Misérables de Victor Hugo, pas lui qui nous y a plongés. 20 fois plus riche qu'en 1800, enfin plus aisé qu'en 1800, et 3 fois, j'allais dire 3 fois plus vieux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la vieillesse en soi qui m'enthousiasme, mais on vit 3 fois plus longtemps que du temps de Victor Hugo. Donc je ne suis pas du tout hostile à ce monde. Mais comment faire en sorte que ce monde, qui est un monde de liberté, d'autonomie, de bien-être, ne soit pas en même temps le monde de la destruction de l'école et de ses môles traditionnels. Vous voyez ce que je veux dire? Notamment la maîtrise de la langue et la civilité. Eh bien, je pense que, et ce seront mes 2 conclusions. Première conclusion, ce que nous risquons de vivre, et c'est ça le problème de la mondialisation. Ce que nous risquons de vivre dans les prochaines années, c'est un immense paradoxe. Une victoire des valeurs européennes partout dans le monde, démocratie, droits de l'homme, ça gagne du terrain partout. Il n'y a qu'un môle de résistance, pratiquement, c'est l'Iran. Et en même temps, un formidable déclin de l'Europe pour les raisons que nos amis indiquaient tout à l'heure dans leur discours, à savoir évidemment la concurrence très inéquitable avec, par exemple, la Chine, dont les coûts de production des entreprises sont 30 fois inférieurs aux nôtres. Tant qu'on n'aura pas envoyé la CGT d'urgence en Chine, et que pour créer des mouvements sociaux, demander un État-providence, et là, il serait vraiment très utile, eh bien, on aura une situation très inéquitable. Donc, grand risque, si nous ne faisons pas les réformes, d'un déclin économique et social de l'Europe,
Mais en même temps, victoire des valeurs européennes qui me rendent très très optimiste. Regardez, mais remettez-vous par la pensée il y a 40 ans, quand j'ouvre les yeux sur le monde politique il y a à peu près une quarantaine d'années, que ça commence à m'intéresser, qu'est-ce que je vois autour de moi? Amérique latine, pays totalitaire, pays de l'Est, pays totalitaire abominable, y compris tout près de moi qui fais mes études en Allemagne, l'Allemagne de l'Est, une horreur absolue. Mais au cœur même de l'Europe, chers amis, Franco est encore vivant. La révolution des œillets n'est pas faite au Portugal. La Grèce des colonels est un régime néo-nazi. Bon. Et donc aujourd'hui, voyez bien, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, l'Amérique latine, le Brésil, le Chili, l'Argentine, tout ça, l'Inde, grand pays démocratique, et même en Chine, 1000 fois plus démocratique que du temps de Mao. N'oubliez pas que le grand bond en avant, c'est 70 millions de morts en Chine. Donc victoire des valeurs européennes à peu près partout. Le seul môle de résistance étant l'islam fanatique, mais en revanche, déclin économique et social possible pour l'Europe si on ne fait pas le boulot. Et deuxième conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire? Ma conviction, c'est que notre école ne va pas si mal qu'on le dit. Nos professeurs sont globalement bien meilleurs qu'avant. Moi, je vois les maîtresses d'école de mes filles, c'est des saintes laïques, elles sont formidables, elles s'expriment en très bon français, elles sont cultivées, intelligentes, elles n'ont qu'un souhait, c'est de faire réussir les enfants. Et je vois globalement un niveau de recrutement des professeurs bien supérieur, encore une fois, à celui des années 60. Et donc, ce n'est pas là que le bas blesse. Le problème, c'est que, chers amis, l'éducation et l'enseignement, ça n'est pas la même chose. L'éducation, les mots ont un sens, c'est les parents et les enfants dans la famille. L'enseignement, c'est les professeurs, les élèves dans l'école. Ce n'est pas la même chose. Public, privé. Eh bien, je vais vous dire, si l'éducation n'a pas précédé l'enseignement, l'enseignement est devenu impossible. Je vais dire encore très clairement, si nous envoyons nos enfants mal élevés à l'école, les profs ne peuvent pas faire leur travail. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et c'est le fond de l'affaire. C'est pour ça que j'évoquais le goûter d'anniversaire tout à l'heure. Eh bien, moi, je vous mets dans une classe, une 4e pré-professionnelle dans le 9 cube, un peu délicate, et comme mon topaz tout à l'heure, vous ressortez en tutu. Parce que c'est pas jouable, vous ne pouvez pas enseigner, c'est devenu du domptage. Dans 15 ou 20% de nos établissements, c'est devenu du domptage et pas de l'enseignement. Et ça, il y a un problème d'éducation qui précède la question de l'enseignement. Qu'est-ce que c'est que l'éducation? Et je m'arrête avec ça. L'éducation, et je ne parle pas de l'enseignement. L'éducation, c'est 3 choses. C'est, dans mon vocabulaire, je dis ça de manière métaphorique évidemment, c'est chrétien, juif et grec. Pour nous, si j'étais iranien ou irakien, je trouverais d'autres références. Mais je parle de la vieille Europe, c'est chrétien, juif et grec. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Chrétien, c'est l'amour. Première chose, transmettre l'amour à nos enfants, comme le dit très bien Cyrulnik, un psychiatre à la fois intelligent et de bon sens, qui est quand même très rare dans son métier, et un type charmant en plus, vraiment, je trouve formidable, Cyrulnik. Eh bien, quand on n'a pas donné l'amour à un enfant, il a moins de capacité de résilience. Vous savez, au sens physique du terme, la résilience, c'est quand un bidon a été cabossé, c'est sa capacité de retrouver sa forme initiale. Autrement dit, la capacité de rebond par rapport aux accidents de la vie. C'est ça, que donne l'amour, la confiance en soi. Même quand on prend un râteau, qu'on est quitté par sa femme, on sait que si on a été aimé quand on était petit, on peut résister. C'est un très grand facteur de résistance aux accidents de la vie. Deuxième élément, c'est l'autorité, tout simplement, la loi. Si nous ne transmettons pas l'autorité de la loi à nos enfants, même pour qu'ils puissent la transgresser, même s'ils veulent devenir des révolutionnaires, des 68 arts, des bohèmes, ce que vous voudrez, il faut d'abord qu'ils aient reçu la loi, sinon ils ne peuvent même pas la transgresser. Vous savez, le petit garçon qui a 3 ans, quand on reçoit qu'on est reçu chez des amis, là, qui est près de la table basse où il y a les cacahuètes et le champagne, il met le cendrier dans le champagne et le champagne dans le cendrier. Tout le monde a envie de l'étrangler, sauf les parents qui le trouvent évidemment admirable. Eh bien, ce petit garçon, il vous regarde comme un moineau. J'adore les moineaux pour ça. Il vous regarde comme ça, tournant la tête avec l'air un peu insolent. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend qu'on lui dise non. Et si vous ne lui dites pas non, vous le rendez fou. Il faut qu'on ait la capacité de fixer la loi, encore une fois, pour que nos enfants puissent rentrer dans l'espace de la cité, de la civilité. Le principe fondamental en la matière, c'est que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Ne négociez pas avec vos enfants comme avec un syndicat. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être autoritaire, mais réfléchissez avant, quand vous dites non, que ce soit non, et pas un mauvais escient. Il faut savoir où on met la limite, mais il faut la mettre bien. Et puis, troisième point, et donc, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'on aime tellement nos enfants, on est tellement dans la sentimentalité, ah oui, ça, l'amour est là, mais que
on n'est plus capable de transmettre la loi. Les envoyer coucher à l'heure, tous les professeurs se plaignent qu'ils sont fatigués le matin. Et puis la troisième chose, évidemment, l'amour, la loi, les œuvres, c'est l'élément grec. Je dis grec parce que ce sont les Grecs qui inventent les grands genres littéraires, l'épopée, la philosophie, la rhétorique, la cosmologie, etc. Et donc, il faut qu'on soit capable aussi de transmettre les savoirs. Et c'est le seul petit point de désaccord que j'aurais avec la pédagogie de Subdeco. Je le dis très clairement, mais je ne pense pas que ce soit un désaccord fondamental. Je suis tout à fait ravi qu'il y ait des professeurs coachs qui apprennent à apprendre. Très bien. Je pense aussi qu'il faut des cours magistraux. Je pense que les deux ne sont pas contradictoires. Il ne faut pas opposer les deux. Il faut des professeurs accompagnateurs, mais il faut aussi des très grands cours magistraux. Si vous voulez comprendre l'histoire de l'économie, les grandes doctrines économiques, Keynes, Schumpeter, Marx, je vous conseille quand même d'avoir des très 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 bons cours magistraux. J'ai mis 5 ans à lire la critique de la raison pure de Kant. J'ai traduit la critique de la raison pratique. J'ai mis aussi 5 ans à la comprendre. Pourtant, le livre, il est là, il en a accès. Il coûte 10 €. Vous pouvez le trouver commandé sur Amazon en 10 secondes, vous l'avez chez vous. Mais il vous faudra probablement des années pour le comprendre vraiment. Et une fois qu'on l'a compris, moi, je peux vous faire un cours sur Kant d'une clarté, je pense, à peu près parfaite en 5 ou 6 heures. Mais c'est parce que j'ai travaillé 5 ans derrière. Et ce type de cours-là magistral, il faut le mettre en plus. Il faut qu'il y en ait peu, là où vous avez totalement raison. Il faut plus d'accompagnateurs et de coachs que de cours magistraux, mais il faut aussi quelques très grands cours magistraux. Je pense dans le domaine de l'histoire des sciences, de l'histoire de l'économie, de l'histoire des idées, de la philosophie. C'est très important parce que ça permet d'avoir des points de repère que vous ne trouverez pas sur Internet. Vous ne trouverez pas sur Internet de quoi lire la critique de la raison pure ou l'éthique de Spinoza. Ça, c'est pas vrai. Vous pouvez avoir toutes les informations sur Lévier, ça ne vous servira strictement à rien. Il faut que vous ayez un vrai prof pour pouvoir comprendre les très grandes œuvres. Et ça, c'est l'élément grec. Voilà ce que je voulais vous dire. Et donc, je pense qu'il y a des remèdes aujourd'hui à apporter à la crise de l'éducation, ou plutôt à la crise de l'enseignement, mais que, pardon de le dire, ce n'est pas pour dédouaner mes camarades ministres ou professeurs, mais je pense que les remèdes sont plus à trouver dans la famille que dans l'école elle-même. Merci de votre attention. Un grand merci à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup.